qu'on peut demander aux gens de bouleverser leur mode de vie, il a été bouleversé en 50 ans, le mode de vie. Il a été changé à une vitesse extraordinaire depuis les années 50. Donc, on sait ce que c'est que de changer les modes de vie, de changer les modes de consommation, de modifier la façon d'habiter, de construire des villes différemment, de changer les modes de transport. On l'a fait. Donc là, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire on l'a fait, puis maintenant c'est irréversible, on ne peut pas rien changer. Mieux produire, moins consommer, ça c'est clair. Ça va exiger une réforme des comportements individuels, mais pas forcément négatif. C'est plutôt, il faut penser plutôt sur une question de l'autrement, faire les choses différemment, voyager différemment, pas prendre l'avion pour faire Paris-Agen, parce qu'il y a un train qui fait Paris-Agen, mais prendre l'avion uniquement quand on va très loin et qu'on part longtemps, par exemple. Il va aussi falloir des solutions économiques et technologiques, et notamment un système d'incitation qui permette de privilégier certaines solutions plutôt que certaines non-solutions. Aujourd'hui, le consommateur, lorsqu'il achète des produits qui ont utilisé beaucoup de gaz à effet de serre tout au long de leur procédé de fabrication, ils ne payent pas les coûts du dommage climatique. Si j'avais un prix du carbone dans l'économie, à ce moment-là, pour le consommateur, l'ensemble des biens et services qui sont fortement carbonés, ça veut dire l'ensemble des biens qui ont utilisé des procédés de fabrication qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, seraient plus chers que les biens qui sont sobres en émissions de gaz à effet de serre, et donc spontanément les consommateurs se retourneraient vers les produits qui sont faiblement carbonés. La transition écologique, ça doit surtout pas apparaître comme un gros mot. C'est-à-dire, moi j'ai tendance à penser qu'on fait souvent peur aux gens sur le niveau d'effort nécessaire pour atteindre les objectifs. On essaye de les rassurer en leur parlant pas trop de la catastrophe à venir, pourtant cette catastrophe est extrêmement grave, et finalement on les terrorise sur l'effort à faire. Or cet effort, il est souvent pas si compliqué. Réhabiliter un logement, ça ne change rien à la vie des gens. Simplement, ils consomment moins d'énergie pour se chauffer et pour faire vivre pour leur vie quotidienne. Prendre le bus ou la marche à pied pour aller au travail, c'est parfois plus rapide que d'aller en voiture, surtout dans des villes congestionnées. Donc ce n'est pas non plus un bouleversement. La transition énergétique en France, si on veut vraiment la réussir, bien sûr, c'est beaucoup d'efficacité énergétique, mais aussi de la sobriété. Alors la sobriété, c'est un peu, disons, regarder ce qu'on fait avec l'énergie dont on dispose. C'est sympathique et ça doit être développé, la question de la décroissance, de la sobriété, de l'ascétisme même. Mais évidemment, quand vous avez 8 milliards de gens, dont la moitié de misérables, à qui nous avons donné, avec raison d'ailleurs, l'idée d'un certain nombre de valeurs de confort et de santé, la sobriété est je pense, nécessaire au niveau personnel, je pense. Mais socialement, c'est pas la solution. Si on arrivait, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui c'est un idéal non réalisé et non réalisable à très court terme, si on arrivait effectivement à rentrer dans un mode de vie complètement sobre, a priori il n'y a pas de raison, et d'ailleurs tous les scénarios tendanciels qui envisagent les scénarios énergétiques à long terme tiennent compte du fait qu'il y aura une démographie croissante et qu'on sera à 9 milliards en 2050, et pourtant ils arrivent à trouver des solutions pour que les énergies renouvelables répondent aux besoins de tout le monde, mais à condition de faire ça, encore une fois, en accord avec une politique d'efficacité énergétique, une politique de sobriété, des changements dans les modes de production et de consommation de manière plus globale. Et si on arrive à faire tout ça, normalement, on peut à la fois nourrir la planète et lui apporter l'énergie dont elle a besoin, sans pour autant émettre de gaz à effet de serre. Donc c'est possible, mais c'est plutôt le modèle aujourd'hui de croissance économique à tout va qui pose problème. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter un frigidaire qui sera fabriqué à côté de chez vous, mais pour finir, vous allez avoir un frigidaire qui aura traversé le monde entier, pour un exemple parmi d'autres. Tous ces circuits longs qui sont un gâchis énergétique. Quand vous voyez cette civilisation du jetable, où on en est encore à programmer l'obsolescence d'un certain nombre de produits, alors que le modèle de l'économie circulaire est totalement envisageable et viable. Quand vous voyez que pour exploiter la forêt, pour gagner un peu plus, on va éviter les coupes sélectives. Quand vous voyez les méthodes de pêche où on remet 50% des prises à l'eau, voilà, je peux vous lister des exemples probants de la civilisation du gâchis. Nous sommes les consommateurs. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas autre chose à proposer, le citoyen, il fait avec ce qu'on lui propose.
Et en matière d'énergie, charbon, pétrole, gaz, effectivement. Alors, il y a les énergies renouvelables, mais les énergies renouvelables, elles ne vont pas pouvoir tout changer. Et puis de toute façon, elles ont besoin d'énergie d'appoint sur lesquelles on peut compter si jamais il n'y a plus de vent, plus de soleil, quelque chose comme ça. Donc c'est pas que des concepts ou des attitudes, c'est des kilowatts qu'il va falloir fournir et qu'il faut fournir tous les jours. Donc essayons petit à petit de décarboner notre dépense énergétique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut penser à l'échelle individuelle d'une commune et élargir au pays. Quand on voit comme c'est difficile de changer ses propres habitudes, si on s'interroge honnêtement, si chaque citoyen se dit « Attends, depuis le début de la semaine, là, ou depuis le début du mois, ou depuis le début de l'année, qu'est-ce que j'ai fait pour changer l'évolution du climat ?» On nous dit qu'il faut limiter, être économe en énergie, ça veut dire peut-être prendre du transport en commun, isoler l'habitat. Qu'est-ce que j'ai fait vraiment, quoi ? Vous voyez, avant de se dire « il faut que la Terre change ». La globalisation de la pensée est facile. L'action locale, c'est quelque chose que l'on s'impose à soi-même et qui est beaucoup plus complexe. Et donc, chaque citoyen doit devenir l'acteur dans son comportement quotidien. Si on regarde pour la France, la moitié des émissions de gaz à effet de serre, à peu près la moitié des émissions dans notre pays, sont liées au transport et au domestique, ce qu'on fait chez soi en termes de chauffage, d'utilisation d'appareils électriques de tout genre, le domestique. Eh bien, disons, le domestique et le transport représentent à peu près la moitié des émissions. Ce sont je dirais des émissions sur lesquelles finalement chaque matin on peut se dire on va essayer d'influer, en tout cas les décisions qu'on prend, la façon dont on va se déplacer, la façon dont on se chauffe chez soi, la façon dont on utilise les appareils électriques, électroniques, enfin toute notre vie de tous les jours, eh bien quand même on peut en tout cas à travers des petits gestes, des décisions, influer sur la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France. Ce n'est pas rien, donc ça montre que le comportement individuel est aussi une clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'on y va franchement? Est-ce qu'on met tout en œuvre pour finalement répondre aux enjeux climatiques? On y répond, beaucoup trop lentement à mon goût, mais on y répond. Parce que quand on regarde les 10 années qui sont derrière nous, aurait-on parlé autant de transition énergétique il y a 10 ans? Moi, dans ma filière, le maritime, je vois les évolutions, je vois la prise de conscience venir. Je vois que tout ça arrive. Donc moi, je suis une femme optimiste, je me dis, on va y arriver. Mais on va y arriver, il faut y arriver collectivement. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'opposer ceux qui polluent et ceux qui... Il n'y a pas les bons pollueurs d'un côté et les bons écolos de l'autre. Je pense qu'on a tous notre part à faire. Je ne comprends pas du reste pourquoi les partis politiques ne s'approprient pas tous le modèle du développement durable avec toutes ses déclinaisons, l'économie circulaire, la consommation de proximité, le recyclage de tous les matériaux, le traitement des eaux, etc. Je trouve que je crois beaucoup aux éco-innovations. Du reste, moi-même, j'essaie d'en développer dans la filière qui est la mienne, la filière nautique. Voilà, que je sois entreprise, que je sois collectivité territoriale, que je sois gouvernement, que je sois un citoyen lambda, j'ai ma part du colibri à faire, pour reprendre une belle expression de Pierre Rabhi.